Moi, je me suis inspiré d'une phrase d'un homme d'affaires au Québec qui est Louis Garneau. OK? Il a dit « Innover ou mourir ». Toute ma vie, j'ai fait ça. Si j'innove pas, je me tasse. Si je pars une idée, quelqu'un m'emmène une idée, puis je pars un projet d'affaires, est-ce que j'innove? Est-ce que je suis en avant de la parade? Ou sinon, non. Sinon, ça va être trop difficile. Je vais être obligé de courir en arrière, puis essayer de réinventer la roue, ça donne absolument rien. Fait qu'il faut que je fasse de quoi de plus. Vous écoutez Les Pros de l'assurance, présentés par Emma Assurance Vie. Bonne écoute! Épisode numéro 11 des Pros de l'assurance. Et je pense pas me tromper en disant, Félix, que c'est un épisode auquel tu avais très hâte, et personnellement, moi aussi. C'est le genre de gars à qui tu parles une fois au téléphone, puis on dirait que tu as le goût d'être son ami. Hein? Absolument, absolument. C'est le genre d'épisode où, tu sais, des fois, on a la chance de parler dans l'industrie à des bâtisseurs, là, des gens qui ont été là longtemps. Mais souvent, on voit que ces bâtisseurs-là, après quelques années, une dizaine d'années, une vingtaine d'années, vont s'asseoir sur qu'est-ce qu'ils ont bâti. Mais toi, Christian, t'es quelqu'un qui n'a jamais arrêté de déconstruire ce que tu as fait, de te rebâtir, de constamment être en innovation, puis de voir quelqu'un qui a eu plusieurs chapeaux dans l'industrie, qui a passé à travers plusieurs phases, puis qui a bien réussi dans chacune de ces phases-là. Ça, je pense, ça va faire un des podcasts les plus intéressants depuis le début qu'on a commencé ça. Là. Christian Laroche, tu es donc consultant stratégique en distribution de services financiers. Ça, c'est ton titre actuel. Oui. Mais on en a parlé déjà. Tu as eu plusieurs vies dans le domaine financier, sécurité financière. Vas-y, raconte-nous un peu. On va commencer. J'étais un petit gars d'Abitibi, en OK. partant. OK, qui était à Rouyn-Noranda au cégep, qui s'en allait encore en radio-télévision. Il faisait mes lettres à l'époque pour aller essayer de rentrer à Jonquière par la suite, qui était très contingenté à l'époque. Je pensais pas aller dans ce domaine-là. C'était un accident, les services financiers. Fait que j'ai rencontré quelqu'un puis qui me montrait un peu le chemin réellement, que c'était quoi les services financiers de l'époque. Hein. On est en 88 à peu près, là, 87, 88. L'époque où le porte-à-porte, c'est encore pas populaire. Écoute, puis en Abitibi, c'est rural, Ah, à ouais. un moment donné. Mais écoute, à un moment donné, j'avais pas de cours l'après-midi, puis je pars avec cette personne-là, Alexandre Dastou, qui s'appelait, je me trompe pas. Puis on part ensemble sur la route, puis on va faire un après-midi de travail. Puis à cette époque-là, dans un après-midi, on avait vu deux ou trois clients, puis on avait fait à peu près 700-800 de commission. Pour le petit gars qui en arrachait en Abitibi, là, là, je te dis, OK, c'est ça, les services financiers. Mais en même temps, qu'est-ce que j'aimais beaucoup de ce domaine-là, puis j'étais pas sûr, c'était vraiment inconnu, c'est que j'ai toujours rêvé d'être un petit peu plus autonome. T'sais, être sur la route, autonome, c'est être libre, là, réellement. Ouais. Je me voyais pas travailler dans une usine, là, directement. Fait que je suis rentré, tout ça pour dire que je suis rentré par accident. Mais à l'époque, je suis rentré avec une compagnie. Qu'est-ce qui m'a attiré, c'était pas le domaine de l'assurance vie nécessairement. Si on me disait, dans ces années-là, vendre de l'assurance vie, là, quelqu'un me disait, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Là? J'avais une barre blanche qui me poussait dans le dos. Je me sentais comme une bête puante. Puis c'est pas méchant de le dire. Là. C'était de dire, j'aime pas ce métier-là parce que, comme tu le dis, Félix, c'était du porte-à-porte, c'était de la sollicitation, puis c'était la perception que les gens voyaient de cette industrie-là. T'as l'impression de constamment déranger les gens dans leur Tu quotidien. sollicites puis essayer de vendre vraiment un produit d'assurance, c'est très différent. L'assurance vie, ça se vend. Puis l'assurance IARD, qu'est-ce qu'on dit, automobile, maison, ça s'achète, c'est différent. Donc, je suis rentré avec une compagnie américaine, okay, qui n'existe plus, comme la plupart des compagnies américaines ont vendu, qui était Mutuelle d'Omaha. C'est là que les plus vieux vont s'en souvenir, le Royaume des animaux, il y avait une émission là-dessus le dimanche, c'est eux autres qui faisaient ça. Mutuelle d'Omaha était une compagnie qui était très spécialisée en invalidité. Puis qu'est-ce que j'ai aimé, c'est que c'était d'un monde corporatif. Puis moi, c'est ça qui m'a attiré, réellement. Je me disais, je veux travailler avec les entrepreneurs, les professionnels, les petites entreprises. C'est vers là que je suis rentré en 88. J'ai suivi mon cours en assurance. Puis là, je suis parti avec Omaha. Puis Omaha avait une centaine d'associations canadiennes. Un exemple, les optométristes du Québec, les comptables agréés, le Collège des médecins de famille, les camionneurs. Donc, il y avait des niches Oui, des déterminées. niches, complètement. Fait que là, on pouvait s'identifier, puis ça va m'emmener un petit peu peut-être à parler un peu plus de développement. Pourquoi? Fait que moi, je suis parti là-dessus, directement. Puis ça me permettait de rencontrer des entrepreneurs de jour et non de soir. Puis de faire une clientèle qui était une pénétration affaires dans l'entreprise, les 2-3 associés, 2-3 employés. Puis par la suite, ça m'a emmené vers le côté familial. C'est ça qui m'a emmené réellement dans cette industrie-là. Puis oui, effectivement, j'ai appris vite réellement à développer ce côté-là. Par la suite, dans ma carrière, j'ai monté la direction. Je fais un peu comme l'autre, directeur des ventes, directeur régional. Puis j'ai commencé à travailler pendant des années avec ces compagnies-là, à bâtir des choses, mais
Il est arrivé à un moment donné, ma fibre entrepreneur en moi, là je travaillais pour un assureur. En 97, on est vendu. L'opération canadienne est achetée par RBC. Je me retrouve avec RBC. À ce moment-là, j'étais à Québec. J'étais directeur régional de tous les bureaux de l'Est. Puis, je fais 1 an environ, en 97. Puis, décide de quitter. OK, parce qu'RBC avait acheté, mais voyait ça d'une autre façon. C'était une banque, c'était... Puis toi, tu te sentais comme un employé. Oui, à un moment donné, lors d'un meeting à Toronto, je m'aperçois là, que c'est là que ma décision se prend. Non, c'est fini. Tu sais, je quitte. Puis je pars à d'autres choses. Puis je suis parti aussi avec d'autres personnes. Puis on a cofondé un agent général à l'époque. Puis les agents généraux, là, il y en a plusieurs, mais des gros, là, de cette époque-là, là, c'était pas mal. Il n'y en avait plus. Là. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, là, ils sont partis avant ça. Là. C'est de longue date. C'était risqué. Mais on s'est dit, on va partir en agent général. On avait 2 assureurs qui nous avaient donné là, des contrats directs. Puis on s'est dit, on va essayer de bâtir, mais sur la même fibre qu'on avait faite avec Mutuelle Omar, des groupes associations. Fait qu'on partait avec le plan des camionneurs, le routier. On partait avec le plan de la construction. Puis là, on s'est mis à bâtir encore ces plans-là, puis bâtir petit à petit. Moi, j'étais à Québec. J'avais un associé aussi qui était dans la région de Montréal. Puis on est parti avec 2 bureaux. Fait qu'on a grandi ça pendant des années. Tout ça pour arriver quand... En 2015, on a racheté des personnes là-dedans. Puis, qu'est-ce qu'on a fait? On a fondé Auréa Signature, qui est devenu un agent général hyper important. Puis là, j'ai toujours continué. Mais avec Auréa Signature, ma vision était très différente. Là, je me retrouvais aux commandes tout seul. OK, j'étais président vraiment de cette compagnie-là. Puis moi, mon but était de sortir des sentiers battus. C'était bien important. Je ne veux pas suivre. Je ne veux pas faire ce que les autres font. Il faut lâcher à l'avant-garde. Tu l'as dit en introduction. Moi, je me suis inspiré d'une phrase d'un homme d'affaires au Québec qui est Louis Garneau. OK? Il a dit « Innover ou mourir ». Toute ma vie, j'ai fait ça. Si j'innove pas, je me tasse. Si je pars une idée, quelqu'un m'emmène une idée, puis je pars un projet d'affaires, est-ce que j'innove? Est-ce que je suis en avant de la parade? Ou sinon, non. Sinon, ça va être trop difficile. Je vais être obligé de courir en arrière, puis essayer de réinventer la roue, ça donne absolument rien. Fait qu'il faut que je fasse de quoi de plus. Fait que j'ai parti Auréa, à l'époque, de cette façon-là. Puis de 2015 à 2020, j'ai quintuplé le chiffre d'affaires. On est devenu une opération avec 1500 conseillers environ au Québec, des bureaux à Québec, à Laval, à Montréal. Fait qu'on était bien répartis. Puis moi, c'est là que j'ai entendu parler de Christian Laroche pour la première fois, c'est avec Auréa, parce que tu faisais du bruit dans le marché, vous faisiez les choses différemment, puis vous avez laissé votre marque. Là, ça l'a guidé, dans le fond, le développement des affaires de bien des conseillers dans le domaine d'aujourd'hui. Oui, exactement. Puis, tu sais, là, je me retrouve, disons, en 2020, mais si je regarde qu'est-ce qui nous a donné du succès, là, c'était de dire, on l'a parti avec des groupes associations, OK? On avait des marchés très importants qui nous permettaient de créer de la clientèle à nos conseillers qui joignaient à bannière. Fait que, si on prend le plan de la construction du Québec, l'Association de construction du Québec Qualité Habitation, c'est un plan qu'on a eu pendant 20 ans de temps. Fait que tous les entrepreneurs de construction au Québec, on les appelait, on était mandatés par l'association. Puis on disait, ben voyons donc, vous n'avez pas été communiqué par... Il n'y a pas un conseiller qui vous a rencontré, vous avez le droit à un escompte important avec un produit qu'on avait négocié avec un manufacturier, spécialement exclusif à vous. Fait que ça nous donnait une porte d'entrée extraordinaire vers un client d'affaires. Fait que le conseiller qui venait chez nous, il disait, j'ai une valeur ajoutée. Si je m'en vais avec Auréa, avec Provi, je vais être capable d'avoir un client qui va m'emmener directement. Fait que ça, pour moi, je croyais. Je me disais, je suis différent des autres. C'est sûr que les gens vont dire, mais il y a un coût d'acquisition à ça. Mais le coût, quand on y pense bien, là, il a mis au monde réellement beaucoup de courtiers qui ont bâti des clientèles avec ça. Ben oui. Mais il est arrivé une affaire aussi en 2010, 2011, je ne me souviens pas exactement, j'étais à Québec. Mon directeur de bureau, il vient me voir, puis il m'emmène, il me présente quelqu'un. Puis cette personne-là, c'était un des cofondateurs Clic Assure, qui est devenu un comparateur sur le web hyper important au Québec. Ouais. Puis à l'époque, il faisait beaucoup d'IRD. Mais il dit, Christian, je vais te présenter quelqu'un qui, lui, il va t'emmener un comparateur qui va aller chercher des clients qui vont aller sur le web pour acheter de l'assurance, pour demander de l'assurance vie. J'étais assez honnête pour dire que dans cette époque-là, moi, je sollicitais des entrepreneurs, je sollicitais des clients. Mais que les clients vont venir sur le web, je me voyais, moi, dire, moi, le samedi matin, là, en robe de chambre, je vais prendre mon café, là, puis je vais aller sur mon ordinateur pour dire, chérie, je vais aller magasiner une assurance vie. Je pense pas. Ça, c'était en quelle année? Ça, c'était en 2010-2011. OK. Environ ça. J'ai dit, OK, je le rencontre. Mais c'était comme pour encourager quelqu'un qui passe chez toi puis qui est dans des barres de chocolat. Là, ça ressemblait quasiment à ça. J'y croyais pas. J'étais assez honnête pour le dire.
Mais il y avait quand même ce côté innovateur, Oui, curieux. c'est ça qu'il voulait le voir. Qui était ta Ouais. passion, dans le fond, ce Ouais. qui t'a guidé toute ta carrière, ça a toujours été ça. Fait que ça, c'est venu chercher ta curiosité. Puis venant de quelqu'un qui vient de l'école, que l'assurance vie, ça se vend. Oui. C'est pas un produit qui s'achète. C'est pour ça que je ne le croyais pas. Je ouais. me dis, j'ai tellement travaillé à développer des ententes avec des associations pour avoir la facilité de solliciter, pour que les autres me présentent leurs membres ou leurs travailleurs, pour que je puisse avoir plus de facilité à rencontrer ces clients-là. Là, vous me dites que le client, aujourd'hui, là, est rendu qu'il va aller sur des comparateurs pour dire « je vais acheter de l'assurance vie ». J'avais un gros doute, mais j'ai embarqué. J'y ai cru, on a embarqué, on a fait des projets tests pendant 3 mois, ça a fonctionné. Puis après 3 mois, c'est reviré avec mon conseil d'administration, on a dit « on va créer une filiale parce qu'on veut gérer ça en dehors de l'agence générale, une filiale qui nous appartient à 100%, puis on a créé Prospect ». Là, j'ai pris la présidence aussi de cette filiale-là. Puis là, Prospect, lui, là, il gérait des acquisitions de leads avec les cassures environ pour 15 à 17 000 par année, qu'on redistribuait à notre réseau. Puis c'est devenu tellement gros que j'avais de la misère. Moi-même, mon réseau à moi ne me suffisait pas parce que c'est pas tous les conseillers qui ont besoin de ça. Il y a des conseillers qui ont des grosses clientèles, n'ont pas besoin de ça. Puis, je faisais une offre aussi de partage qui était très agressif sur le marché, si je voulais pénétrer réellement ce marché-là. Il y en avait d'autres comparateurs aussi, en même temps, à la même époque. Je n'étais pas le seul, mais ça a vraiment fonctionné. Ça m'a fait prendre conscience qu'il y avait une tournure réellement. Il y avait une génération aussi peut-être plus éduquée, plus informée, qui arrivait, qui utilisait le net pour aller voir des choses. Ils voulaient acheter, mais ils voulaient comprendre aussi ce qui se fait. Tandis que quand j'ai commencé, je travaillais avec des clients plus vieux que moi. À cette époque-là, c'était différent. OK? Fait que là, il y a eu une grande tournure à ce niveau-là. Fait que c'est pour ça que j'ai continué à faire toujours ce qui était la partie développement des marchés ciblés, mais aussi la partie web est arrivée. Christian, je t'écoute raconter ton histoire puis ton parcours, puis visiblement, c'est beaucoup une série d'opportunités que tu as créées, qui sont arrivées, tout ça. Donc, le plan d'affaires, Oui. est-ce qu'il existe dans le domaine? À peu près pas. Puis ça, c'est un bon point. En créant des bureaux, puis on a formé beaucoup de courtiers. Souvent, des courtiers, ce qu'on dit green en partant, ou des gens qui rentraient dans l'industrie, n'avaient à peu près pas travaillé dans cette industrie-là. Vu qu'on avait un plan d'affaires différent comme agent général, fait que je faisais des classes à l'époque. Puis ça, c'est une anecdote qui m'a frappé. Puis je l'ai comme improvisé. Puis je le savais. Fait qu'à un moment donné, je partais de Québec. Puis j'arrivais à Greenfield Park, on avait un bureau. Puis là, j'avais une classe. Puis je me présentais, ils savaient que je demandais une formation. Puis là, je leur présentais le plan d'affaires, mon plan d'affaires à moi. Voici qui nous sommes comme agent général. Voici comment fonctionne en français le référencement, que ce soit web ou que ce soit marché ciblé, associatif. Puis on va vous donner des concepts directement. Fait que, à cette époque-là, on travaillait, là, on est au début des années 2000, là, OK? Les premières formations. Fait que je travaillais avec un tableau. Fait que à un moment donné, j'arrive à Greenfield Park, puis je me mets dos à la classe, puis je me mets à effacer le tableau, à mon tableau, puis je commençais à écrire des choses. Puis je disais, sans regarder l'auditoire en arrière, il y avait à peu près une douzaine de conseillers. Je leur dis, sortez votre plan d'affaires. Puis je dis pas un mot. Puis là, je commence à écrire. Puis là, la seule affaire que j'entends, c'est chuchoter. Ils se connaissent. Je leur dis, ben, sortez votre plan d'affaires, soyez pas timide. On va regarder juste peut-être les plus grandes lignes, ça va nous partir. À part le fameux projet 100, là, oui, qui sont c'est fait ça, un peu coachés, il y en a pas exactement. d'autres. Mais là, il y a un courageux dans la salle, ou une courageuse plutôt dans la salle, qui dit, ben, personne ne nous a dit qu'il faut préparer un plan d'affaires. Puis il dit, ben non, on va arrêter, là. Vous êtes des entrepreneurs. Vous êtes des entrepreneurs. Là. Vous me dites là, que vous n'avez pas de plan d'affaires. Ben, on est ici, pour ça, ici. OK. Là, on va partir à la case départ. Là. Quand on rentre dans cette industrie-là, puis c'est ça qui est triste un peu, on rentre, on a de l'étude. Aujourd'hui, là, OK, on parle de planificateur financier, conseiller en sécurité financière, assurance et rente collective, épargne collective, puis il y en a des titres. Ils arrivent très, très formés. Et en plus, leur bagage de base est universitaire de plus en plus. Souvent en administration des affaires. Oui, donc beaucoup. La game de plan d'affaires devrait connaître ça. Ouais. Exactement, en finance, en bac en administration. Fait qu'ils sont très bien formés. Ils arrivent, c'est comme s'ils arriveraient sur un marché. C'est pas Wall Street à New York. Là. Ça se présente pas toujours de cette façon-là. Fait que les gens n'ont pas un plan bien établi. Puis ça, c'est triste. Puis c'est là-dessus que j'ai toujours essayé de travailler avec les conseillers. Puis ça a été ma force, moi, de dire... On va préparer un plan d'affaires. Pourquoi vous faites ce marché-là? Puis quand on préparait un plan d'affaires, je disais toujours au conseiller, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à se connaître. On va te connaître, qu'est-ce que tu vas faire. Il y a une multitude de clients que tu peux rencontrer, mais moi, je peux te dire que par expérience, dans ma carrière, quand j'étais avec la Mutuelle de Mort, il y a des clients que je n'étais pas capable. Ça ne fonctionnait pas. Un exemple, j'étais plus à l'aise avec les cols bleus que de travailler avec des cols blancs.
professionnel. Donc, Peut-être le de fit, formation. là. Mon fit, oui. J'aimais l'entrepreneur, col bleu, un client de construction, un camionneur. Puis, que travailler souvent avec, un exemple, un comptable agréé ou un ingénieur, je pouvais fonctionner, mais j'aimais moins ça. Ça, c'était la première chose. On apprend à connaître le conseiller. Après, on va établir le plan de base. C'est bien simple. On va établir un objectif, les dépenses, les revenus. Ça, c'est toute la base. Ils sont pas mal toujours au courant de ça. Puis après, on se dit, c'est quoi vous allez travailler réellement dans cette industrie-là? Aujourd'hui, quand on voit le plan d'affaires, il y a 3 niveaux. OK? On dit tout le temps, c'est que bâtir une clientèle, la première chose que la génération d'aujourd'hui nous demande quand elle arrive dans cette industrie-là, avez-vous un bloc d'affaires à me vendre? C'est Tout vrai. le monde parle de ça. Toujours le bloc d'affaires. Puis ça, là, les boutons me poussent à chaque fois, moi, quand on me dit ça. Un bloc d'affaires, ben, écoutez, attendez, là, je vais ouvrir le garde-robe, là, on a des tablettes, il y en a plein de part blocs. avec. Lesquels vous voulez, il y en a un en spécial. Non, c'est pas ça, c'est pas réellement la réalité. Puis on ne peut pas acheter un bloc d'affaires de cette façon-là. Vous ne connaissez pas l'acheteur, le vendeur. Vous ne connaissez pas la clientèle. Il y a une démographie à regarder. Les revenus, écoutez, là, puis je vous dis, beaucoup d'organisations, malheureusement, dans cette industrie-là, vont se servir de teaser avec ça pour attirer des jeunes conseillers en disant « Venez chez nous, j'ai des blocs d'affaires. » Puis ça finit toujours de la même façon. Pas toujours de la fin de ça. Il y a eu des bonnes histoires, mais en général, ça finit mal. Il y a des achats, puis il y a on défait aussi les achats par la suite. Je l'ai vécu beaucoup dans le passé directement avec ça. Fait que c'est devenu compliqué. Fait que l'achat des blocs d'affaires est une chose, mais qu'est-ce que j'aime beaucoup travailler avec le conseiller, c'est de dire, on va y aller par la première étape. Le marché cible, puis après, je vais arriver avec le référencement. C'est la façon que j'ai travaillé. Le marché cible, quand tu apprends à le connaître, moi, je disais que j'étais à l'aise avec l'école bleue. Je disais, bon, moi, j'aime travailler les entrepreneurs. Je vais prendre un exemple bien concret. Disons que je veux travailler le marché du transport. Je vais aller voir les camionneurs, ceux-là qui sont propriétaires de leur camion, qu'est-ce qu'on appelle leur tracteur en avant. Ces gens-là vont tirer pour ils sont à leur compte. Vous les voyez souvent, là? Ouais. Ils ont un tracteur dans le cours. Fait que là, je me spécialise là-dedans. Il y a un Volvo, il y a un Peterbilt, il y a un Mack, peu importe. Puis là, je vais commencer à... Connaître le langage. Oui, et voilà, exactement. Puis je vais savoir exactement c'est quoi son environnement, avec quoi il travaille. Il fait du US, il fait du Canada. Là, une fois que je me spécialise, puis je vais voir ce client-là, je peux m'intéresser à son camion, je peux m'intéresser à ce qu'il fait, je deviens un spécialiste directement. Rapidement. Puis rapidement. Puis là, je le sais que, bon, son camion, là, ça coûte 2800 $ par mois à assurer, en moyenne. Son financement est avec un Volvo, il est avec Peterbilt. Puis en bout de ligne, est-ce que quand il tombe en invalide, ce camionneur-là, son prêt est payé? Pas nécessairement. C'est reporté souvent au bout du bail directement. Fait que quand j'ai appris, je deviens un spécialiste, mais je suis capable de rencontrer ce client-là en disant, ben moi, j'ai une assurance frais généraux payés, tes paiements de train. C'est arrive de quoi? J'ai une assurance invalidité pour que tu puisses rester le camion dans le cours, ça arrive de cas aussi. J'ai une assurance frais généraux aussi pour mettre un chauffeur sur ton camion. En tout cas, tu évalues ses besoins et voilà, tu lui donnes exactement. C'est ça. Si tu vas aux États-Unis puis tu tombes malade, ben, j'ai une assurance pour te ramener au Canada. Fait que là, tu évalues le besoin réellement de ça. Fait que ça, c'est le marché cible de le développer. D'autres vont dire, mais moi, je travaille les médecins. D'autres vont travailler, mais je me dis toujours, apprends ce marché-là, puis travaille-les, puis tu vas devenir vraiment professionnel, tu vas être capable de t'adapter. Puis je pense que ça, c'est l'idéal. Moi, c'est ce qui m'a permis même, comme conseiller au début de ma carrière, à être capable de réellement d'évoluer directement, puis former des jeunes conseillers là-dedans. Il y a un conseil que j'ai souvent donné, que j'avais entendu dans une conférence de quelqu'un qui est un conseiller à succès à Toronto. Lui, il disait, pour connaître un marché, il faut que, justement, tu ailles parler avec ce marché-là, que tu leur poses des questions, mais comment que tu réussis à avoir les gens intéressés à venir te parler de leur business, de leurs besoins, quand ils vont penser que constamment, tu vas essayer de leur vendre un produit au départ. Fait que lui, ce qu'il faisait, il se présentait pas comme conseiller. Il était comme, hey, ce marché-là m'intéresse, je t'invite à déjeuner. La bouffe gratuite, là, ça fonctionne vraiment, vraiment souvent. Mais si tu te montres réellement intéressé à leurs besoins, que tu leur poses pas une question, que tu te montres curieux, la première entrevue, tu vas apprendre plein de choses. La deuxième, tu vas en apprendre un autre 20%. À ça, tu vas commencer à échanger avec la personne, pour un discours, tu vas avoir des anecdotes de l'ancien personne avec qui tu es allé déjeuner. Tu vas parler des anecdotes, tu vas échanger. Après 5 à 10 rencontres, tu as pas mal compris comment ça fonctionnait. Puis là, après ça, tu peux aller voir c'est quoi les produits qui pourraient être disponibles, c'est quoi l'offre, avec qui je pourrais travailler, y a-t-il des compagnies qui sont spécialisées, y a-t-il d'autres experts dans le domaine, parce que de passer par eux, c'est bien plus facile de bien les connaître que de passer par l'autre expert du domaine. Oui. Il va pas t'ouvrir la boîte de Pandore avec tous ces trucs pour que tu réussisses à devenir son meilleur compétiteur, là. Effectivement. Puis je dirais même plus, quand que tu sais que tu travailles, je prends l'exemple de la construction, tu sais que tu aimes ça, tu le travailles. Mais après, qu'est-ce que tu vas faire?
Bon, là, tu vas développer le langage. Tu vas aller voir, tu vas faire une évaluation sur le marché. Y a-t-il des associations? Y a-t-il des regroupements de constructeurs? Il y a les électriciens, tu as les maîtres électriciens, la Corporation des plombiers du Québec, tu as l'Association de construction du Québec, la PCHQ, peu importe. Puis là, tu vas rentrer dans des régions. Tu vas t'investir, tu vas faire des soupers bénéfices, tu vas participer à des tournois de golf, tu vas participer à des congrès, tu vas mettre ton kiosque, puis là, tu vas devenir un spécialiste. Les gens vont t'identifier en disant, hey, ça, c'est le gars qui a le programme de la construction. Quand je disais tantôt bâtir, tu disais ça, Félix. Puis moi, le concept est bien important pour moi. Donne-moi un marché, puis après, je vais le concepter. Je ne partirai pas avec le produit de l'assureur. C'est plat. L'assureur va te donner les chiffres des tables, peu importe. Il ne t'aidera pas plus que ça. Il va se comparer A, B, C, D, c'est that's it. Il va dire que son produit il est parfait, c'est le numéro 1, à cause de telles caractéristiques que les autres n'ont pas. Puis souvent, moi, quand le produit n'est pas adapté, puis je vois qu'un assureur, dans mon expérience, dans ma carrière, dans ces 20 quelques années-là, j'allais voir l'assureur, je travaillais avec l'actuaire, puis souvent, d'adapter un de ses produits à un marché spécifique. Naturellement, avec une promesse de volume de ma part. Puis là, on le développait. Fait que je me suis fait un nom aussi face aux assureurs, disant Christian vient me voir, ça veut dire qu'il y a un marché qui pourrait être intéressant. Fait que là, j'arrivais à le développer directement à ce niveau-là. Puis ça, c'est fou. Il y a beaucoup de conseillers avec qui je parle qui ne sont pas conscients que c'est possible d'aller voir un assureur. Mais quand tu n'as pas de plan d'affaires, aller voir un assureur, oublie ça, tu n'auras jamais la rencontre. Mais si tu as un plan d'affaires, tu as fait ta recherche sur le marché, tu arrives avec des bons insights pour l'assureur, c'est rare que la personne au marketing, au développement des affaires, de l'équipe d'actuariat ne va pas accepter de te rencontrer. Hey. Le pire qui va arriver, c'est qu'il va obtenir plus d'informations pour mieux connaître ce marché-là. Puis tu as raison, Félix, parce que la plupart du temps, ils ne sont pas préparés. Puis de plus en plus, c'est que les assureurs ferment la porte automatiquement. Moi, j'ai eu beaucoup des gens qui ont essayé, ils s'en viraient vers moi par la suite, ils venaient me voir, parce que j'ai été reconnu pour faire des groupes-là dans l'industrie. Mais à un moment donné, on me disait, Christian Laroche, il dit toujours non. Va pas le voir, va toujours dire non. Mais c'est pas que je disais non. C'est qu'à un moment donné, je disais, c'est facile d'avoir une idée. J'ai une idée, moi, je vais partir tel marché. C'est à ta minute, là. Tu fais ta démographie, c'est quoi ton plan d'attaque, c'est quoi les investissements qu'on va faire, c'est comment qu'on va les solliciter, comment on va-tu mettre un site web en arrière de ça. Tu avais une vision, toi, plus loin que juste... Puis un concept. La construction, moi, j'ai pas juste pris le plan. RBC m'offrait une offre qui est encore valide aujourd'hui. Fantastique. C'est le meilleur produit en assurance invalidité pour les constructeurs à travers le Canada. Fantastique, avec un escompte important. C'est une police de médecin qui a vendu un constructeur. Par contre, j'ai pris ça. J'ai créé un concept de prestation du vivant à 3 produits. Je me suis négocié une partie d'un produit en dehors de l'assureur principal qui est exclusif à moi pour le personnaliser face à ma compétition. Et après, j'ai mis le branding. Le programme, un exemple, Construction canadienne, j'ai créé mon logo, j'ai créé vraiment mon identité. Mais quand j'appelle quelqu'un, je dis, voyons donc, vous ne connaissez pas le plan de la Construction canadienne? Non. Jamais personne ne vous en a parlé. Je vais vous envoyer quelqu'un qui va vous en parler. Vous allez être au courant qu'il y a un plan sur mesure pour vous. Quand ton association professionnelle ou ton regroupement que tu fais affaire t'appelle, c'est pas un inconnu, là. Ouais. Là, tu vas porter l'oreille. Mais si c'est Pierre Jean-Jacques au coin de la rue qui me dit qu'il vend de l'assurance vie, qui t'appelle, tu vas être un petit peu plus froid peut-être au niveau de la réception. Fait que c'est l'idée du concept qui devient très, très important dans le marché cible. D'essayer d'aider le concept. Tu arrives avec une offre qui est structurée. Exact. Puis, vu qu'elle est structurée, les associations qui font partie de ce domaine-là vont travailler avec toi. Ouais. Parce qu'eux aussi se font approcher par des Pierre Jean-Jacques. Mais pourquoi tu donnerais le go à Pierre Jean-Jacques qui n'a pas d'offre distinctive? C'est impossible. Puis peu importe le domaine que tu travailles, que ce soit services financiers, que tu travailles dans d'autres domaines, il y a une sollicitation à faire. Il faut aller chercher des clients. Toujours. OK, quand tu arrives au jour 1, là, moi je me souviendrai toujours, là, la première fois que, dans mon temps, moi, quand j'ai commencé à me conseiller, moi, je sollicitais par téléphone, pas par porte-à-porte. Je trouvais, je dis, ça n'a pas de sens. De perte de temps. De perte de temps, c'est ça. Puis pas ça, des fois, je tombais dans des rangs en campagne, en Abitibi, je peux vous dire, loin, c'est juste que je n'ai pas fait la vaisselle chez les clients. Là. Puis je sortais pas de là, puis c'était différent. Là. C'était pas productif. Là. Fait que j'avais ma clinique de téléphone, j'étais très à l'aise en téléphone, je me pratiquais, je faisais mes discours. Mais le lundi, là, je faisais toujours mes téléphones à partir de 7 h. Mais quand je prenais à 7 h le soir, j'arrivais au bureau, là, sur la place Crémazie, le téléphone, il était gigantesque. Le décrocher, c'est très difficile. Ouais. OK, mais quand tu es bien préparé, puis tu as un bon discours, ça va bien. Là, c'est là que je voyais. Ça donne une longueur d'avance. Oui, exactement. C'est de partir la roue qui est tough. Ouais. Là. Ouais. Mais j'ai compris une autre affaire. Moi, j'ai choisi de travailler la clientèle d'affaires aussi, mais à un moment donné, j'étais conseiller, puis ça a été une leçon dans ma carrière. Puis je travaillais pour la compagnie américaine, je parlais tantôt, puis je m'en vais voir mon directeur d'agence. Puis je dis, il y a un monsieur, c'est un monsieur Maillot. Lui, il avait un bureau fermé, ce conseiller-là. Il était élite dans la compagnie. J'ai dit, je comprends pas. Moi, le petit gars de l'Abitibi, j'étais à Montréal, j'arrive. Puis là, j'ai dit, je comprends pas. Moi, je veux être comme lui.
Lui, il gagne une fortune, il a de la facilité. Puis il dit, en plus, il ne travaille pas. Mon directeur, il dit, comment ça, il ne travaille pas? Bien, il dit, la journée longue, il est assis dans son bureau, il lit la presse, il lit la Gazette, il lit le Journal de Montréal. Puis il dit, comment il fait? Je comprends pas. Il y a à peu près tout le monde, des gros clients. Le directeur d'agence me regarde, puis il me dit, Christian, c'est pas à moi qu'il faut que tu viennes le passer, c'est à lui. Et je prends mon petit change, je connais la porte de ce monsieur-là, puis il dit, je peux-tu le voir? Mais je manque de tact complètement. Puis il dit, oui, il dit, pour quelle raison? Il dit, je veux juste vous poser une question. J'ai dit, vous travaillez pas, vous faites de l'argent, comment vous faites? Il part à rire. Il dit, ferme la porte 30. Fait qu'il rouvre le journal, puis il dit, regarde, je fais pas juste le journal. Il dit, un journal, le monde annonce là-dedans. Puis il dit, regarde, tu vois-tu ici, une bonne, il dit, Honda. Le concessionnaire Honda à Montréal, il félicite son meilleur directeur des ventes pour le mois. Bien, il dit, moi, je vais appeler le gars. Il dit, félicitations, j'ai vu que vous étiez dans le journal. Non. Vous êtes le meilleur directeur des ventes. Puis il dit, je voulais vous prendre le temps pour vous féliciter. Puis en même temps, je travaille beaucoup avec des gens comme vous qui réussissent. J'ai une opportunité. Ah ben, tabarnak. Incroyable. T'as ton hook. Et voilà. Et il était préparé. Ce monsieur-là assurait l'union des artistes. Il avait à peu près toutes les personnalités. Il était avec des journalistes importants. Il était avec des agents d'immeubles qui réussissaient. Il appelait. Il faisait tous les journaux. Il découpait qu'est-ce qu'il avait besoin. Dans ce temps-là, c'était sa méthode. Moi, ça a été ma première leçon qui me dit, OK, il faut que tu sois préparé. Il faut que tu appelles des gens qui réussissent. Il ne faut pas avoir peur de le faire non plus, directement. Fait que ça permet de bâtir une clientèle, de savoir où t'en aller, t'identifier. OK, je vais travailler ça. Peut-être que je suis pas à l'aise avec les artistes, mais je vais être à l'aise avec d'autres choses. Mais c'est ça que j'aimerais ça qu'on en parle un peu plus, Oui. parce que c'est une grande crainte que nous, on a avec tous les conseils avec qui on travaille. C'est quoi mon discours quand j'appelle un client? Puis c'est quoi le contexte? Mais si ton contexte, c'est juste, je suis conseiller, je vends de l'assurance, t'as-tu quelques minutes? C'est pauvre comme contexte, ça va être tough. Mais c'est là que lire le journal, moi, il y a un conseiller à succès dans les environs de Québec qui m'avait dit que lui, il lisait le journal comme celui que tu décris, sauf que lui, il découpait l'article au complet, il l'encadrait dans un cadre, faisait un beau packaging cadeau, il l'envoyait par la poste avec une lettre signée à la main avec félicitations, j'aime voir ça des entrepreneurs, des directeurs qui réussissent, qui ont du succès. By the way, moi aussi, je suis entrepreneur. Puis là, il faisait sa petite lettre. Puis après ça, il faisait un appel de suivi. Hey, salut. Je voulais te féliciter en personne. Je t'ai envoyé un colis. Est-ce que tu l'as reçu? Ainsi de suite. Il y avait tout le temps un lunch de bouquet, un appel de 15 minutes qui était agréable. Mais fait ça en répétition. Mais il y avait un effort. Il y a un effort qui est fait, soutenu mais il a créé ce contexte-là. Ouais. Mais quand tu travailles avec, mettons, des jeunes familles, puis là, toi, c'est ta clientèle que tu veux faire, comment tu réussis à créer ce contexte-là? Moi, un des conseils que j'avais déjà donné, cible une rue en particulier, où il y en a plein de familles. Tu sais, un quartier dans le coin de Québec, on va dire du Berger, il y a plein de jeunes familles qui s'installent. Envoie un colis par la poste pour les familles. Félicite-les dans leur maison. Essaie de trouver un compte. Il y a sûrement un organisme autour qui organise des activités. Envoie un certificat cadeau. T'es impliqué. Implique-toi. Fais ton appel de suivi par la suite. Hey, salut, je vous envoyais un colis par la poste. Avez-vous reçu ça? Crée-le toi-même ton contexte. Il y a moyen que tu peux lire dans un journal, trouver le contexte, puis l'appeler. Mais tu peux être aussi proactif dans ton développement des affaires pour le créer, ce Donc, contexte. c'est faire en sorte qu'on se souvienne de toi, qu'on se rappelle de toi pour autre chose que le vendeur d'assurance. Ben, si tu fais juste le solliciter, aller le voir par partir, malheureusement, c'est pas ça qui va vraiment te développer. Si tu t'impliques dans la communauté, OK? Ou si c'est au niveau un petit peu plus corporatif dans une région, une association des gens d'affaires, la chambre de commerce, puis tu t'impliques réellement dans cette communauté-là. S'impliquer réellement. C'est pas juste aller voir pour donner des cartes d'affaires. Là. C'est comme la politique. Il y a un organisme il y a une fondation dans la région qui font un événement bénéfice. Ben, implique-toi, là. Sois au premier front. Le skill que tu as comme conseiller, c'est que tu es capable de solliciter les gens, de faire un pitch de vente, puis de cadrer ça en quelques minutes. Ben, utilise cette compétence-là pour te démarquer dans ta région. Eh oui, exactement. Puis une fois que c'est souvent les gens aussi, il y a l'erreur de cibler ton marché puis le faire. Puis l'autre erreur aussi, ça peut devenir un poison, c'est de juste faire ce marché-là, d'arrêter de regarder à côté de ce qui peut se présenter, parce qu'il y a une évolution dans l'industrie, il y a une évolution au niveau de tout. Fait que là, tu vas te dire, il faut que je regarde c'est dans le fond, diversifier vraiment ton plan d'affaires. Ouais. Premièrement, moi, je reviens toujours à la même chose. Là, tu commences ta pratique, tu fais ça. Après, moi, je suis arrivé avec le lead generation pour mes conseillers. Naturellement, il y a un coût. Mon coût d'acquisition, je dépensais 40-45 000 par mois à avoir les coûts d'acquisition de ces leads-là. Ça n'arrive pas de même. Ouais. Tu ne trouves pas un site demain matin que ça fonctionne. Mais tu es un des pionniers là-dedans, d'ailleurs. Au Québec, certainement. Oui, avec. Puis il y avait Infoprime aussi à l'époque qui était très, très fort. C'était nos concurrents, qui est des amis aujourd'hui aussi, là, mais je veux dire que c'était des concurrents. Oui. Puis c'était. Ben, pour moi, c'était comme naturel. J'avais déjà un call center, qui appelle un centre d'appel, qui sollicitait. Moi, j'avais un centre d'appel avec une quinzaine de personnes qui prenaient de la prise de rendez-vous par téléphone dans des marchés comme ciblés. Là, j'arrivais avec la machine web qui était inbound. Autrement dit, le client arrive.
Bon, on va regarder comment ça se comporte. Fait que là, on se disait, ben, c'est quoi les mots-clés? Qu'est-ce que les gens magasinent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils veulent? Là, je vais tomber, là. Moi, j'appelle ça, là, une slot machine. Par exemple, tu serais à Vegas. Tu tires ça, tu sais pas qu'est-ce qui va sortir de là. Tu peux sortir avec un médecin, tu peux sortir avec une mère de famille, tu le sais pas qu'est-ce qui va arriver de là. À chaque fois, c'est une surprise. C'est un peu le fun, par exemple. Tu vas le découvrir. Fait on met une offre de service à la table. Fait que là, on se dit, ben nous, on commence à charger les mots-clés, puis on s'aperçoit que sur 15 000 références au Québec, là, je regarde le côté Québec, qu'est-ce qu'on générait de plus? C'était l'assurance hypothécaire. Les gens magasinent. Donc, le web nous emmène un client qui est rapide, intéressé, motivé, mais qui veut un produit accessoire. Il sait déjà qu'est-ce qu'il veut. C'est pas dire, je vais aller sur le web parce que j'aimerais rencontrer un gars comme toi, Christian, 2 heures de temps chez nous à soir, là, qui me parle d'assurance vie. Ça, c'est plate, je vous le dis tout de suite. Là. Ça n'existe pas, ces clients-là. Non, vraiment pas, je pense pas. C'est pas ça qu'ils vont vouloir. Ils vont dire, moi, je veux une assurance pour assurer ma maison. Souvent, 58 de nos références, c'était l'hypothèque. Fait que là, tu te reviens et tu te dis, OK, là, il faut que je me prépare avec des manufacturiers à côté, des assureurs, dire, j'ai besoin d'un produit élite qui est bien concepté, qui va sortir réellement pour aller chercher ces clients-là. Après, on met une machine comme prospect qui va distribuer avec un CRM ces clients-là rapide parce que le client a un drôle de comportement. C'est un weareux d'Amérique, j'appelle ça. Lui, là, il va sur le web, il va sur un site, peu importe le comparateur, puis le site, il est très clair. On fait affaire avec tous les assureurs canadiens. Vous remplissez un petit formulaire, ça ne prend pas grand temps, puis vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui va vous appeler ou on va vous écrire pour vous fournir qu'est-ce que votre demande. Ou même des fois, ils font la promesse que tu vas avoir un prix après avoir soumis des informations. Oui, exactement. Exactement ça. Mais là, le client est un peu bizarre. Il n'a pas confiance. Il ressort, puis il va dans l'autre comparateur, puis il va dans l'autre comparateur. Fait que là, il écrit à 3 comparateurs, parce qu'il va être sûr, dans la vie d'aujourd'hui, que le service à la clientèle n'est pas toujours là, il va être sûr d'être appelé. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est que mon CRM, moi, il le prend, l'envoie à un conseiller dans la région donnée, automatiquement, par rapport au code postal. Mais si le conseiller est délinquant, ça, c'était ça, malheureusement, qui était notre problématique. Le conseiller ne le rappelle pas rapidement, mais l'autre comparateur qui l'a fourni à un autre conseiller l'a déjà appelé. Fait qu'on a eu beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Ça, c'était une des problématiques. Puis l'autre problématique, c'est que les conseillers disaient, oui, mais Christian, il dit, moi, ça me coûte un pourcentage. Quand, soit un coût d'acquisition, c'est pas gratuit, naturellement, ou tu dois partager ta prime pour avoir un client de même. Mais moi, je dis, c'est parfait. Achète un bloc d'affaires. Puis regarde les histoires d'horreur qu'il y a dedans, tu vois que ça coûte pas mal plus cher, je l'ai fait évaluation, qu'acheter un prospect puis le bâtir toi-même, qu'il va finir à être à toi peut-être à 100% un jour aussi. La valeur vie du client est beaucoup plus grande dans une acquisition d'un client qui vient d'une plateforme que d'un bloc d'affaires. Le bloc d'affaires, ça a déjà été, le citron a été pressé. Là. Carrément. Puis, n'oubliez pas une chose, les blocs d'affaires, un gros pourcentage des blocs d'affaires qui se vendent, il a été segmenté. Ah oui. Souvent, le conseiller, il est rendu, mettons, à mon âge, il va dire, je vais garder 20% de mes clients les plus fortunés qui me rapportent. Il va te vendre ceux-là qui dérangent, ceux-là qui sont moins payants. C'est pas toujours l'histoire. Fait que, moi, je suis convaincu que l'acquisition de leads, tout le monde le sait, c'est mon discours depuis longtemps, devient hyper intéressant. Mais là, tu peux pas juste bâtir une clientèle avec ça, par contre. Moi, j'avais un conseiller à Québec, à un moment donné, il était mon meilleur conseiller. Le meilleur de tout avec Prospect Click Assure. Puis je me trouvais de passage à Québec au bureau, puis il vient me voir, le gars s'appelait Bruno, puis il me dit, Christian, il dit, j'ai été le meilleur, il dit, j'ai vendu tant. Mais il dit, j'ai un problème. Quand il m'a monté son T4, qu'est-ce qu'il avait fait dans l'année avec moi, il commençait sa carrière, c'était épouvantable. J'ai dit, il n'a pas fait assez d'argent parce qu'il me donnait 40% de sa paye pour en faire l'acquisition de ça. Je pense que le web, l'acquisition par les comparateurs devrait représenter, tu as calculé 30% de ton chiffre d'affaires. Tu fais ton marché cible, tu fais ta pratique, mais tu as un 30% qui rentre réellement, que tu vas chercher là, qui va t'emmener d'autres opportunités. C'est une façon d'amener de l'eau au moulin. Oui, exactement. Puis quand c'est bien réparti de cette façon-là, ça, c'est parfait. Absolument. Après, le conseiller spécialiste. Ça, là, je voulais l'emmener parce que ça, c'est un autre facteur que j'ai vu dans ma carrière, de dire, moi, là, j'étais assez humble pour dire, j'ai tous mes licences. Ben, presque tout. OK? Est-ce que je suis un spécialiste dans tout? Non. Si vous me voyez aller vendre une assurance collective ou rendre collective, je dis toujours, appelez la police m'arrêter, puis appelez l'AMF m'enlever ma licence, je suis incompétent. Ouais. J'ai mes licences, mais j'en vends pas. Je suis assez honnête pour le faire. Demain matin, j'ai une pratique. Les gens, aujourd'hui, se constituent en cabinet. Un conseiller, on est tous généralistes en partant. Mais après, c'est comme la médecine. Tu as un cardiologue, tu as un autre. Ils vont tous, un oncologue ou peu importe, ils vont se spécialiser dans des domaines spécifiques. Moi, je pense que l'avenir est là. Puis je donnais une consultation avec un cabinet dernièrement sur leur pratique de plan d'affaires. Puis je dis, c'est hyper. Pas juste du multidisciplinaire, mais qu'est-ce qu'on appelle les ventes croisées? C'est-à-dire, dans ton cabinet ou si tu es tout seul, comme autonome, tu as des amis dans cette industrie-là, il faut que tu fasses des ventes croisées. Il faut que tu aies des spécialistes. Parce que c'est pas vrai que tu dis, je vais te vendre ton gestion de patrimoine, puis après, je vais te vendre ton assurance vie, puis
Ça fait vendeur un peu plus. Moi, je pense que tu es capable de rentrer chez un client. OK, tu vas faire ta base. Toi, qu'est-ce que tu es bon? Si je suis bon en assurance vie ou en assurance en prestation du vivant, je vais le faire. Il me parle d'épargne. Mon collègue va venir te voir, il est spécialisé en épargne, il va te préparer un plan de retraite. En assurance collective, c'est un autre. T'sais. Ça, c'est encore un facteur qui est hyper important que les gens soient capables de s'entourer. Savoir travailler en équipe, c'est ultra, ultra important. Puis souvent, c'est une façon de te démarquer. Le client va dire, moi, je comprends que tu veux me parler d'assurance vie pour mon partnership aujourd'hui, mais mon enjeu, c'est que j'ai ma renégociation d'assurance collective qui s'en vient. Puis ça, c'est mon enjeu en ce moment. Fait que j'ai pas le temps de te parler de l'assurance vie pour mon partnership. Ben, si tu as un ami, tu as un coéquipier avec qui tu peux travailler pour éteindre son plus grand feu, les chances qu'il ait le goût de prendre quelques minutes après pour t'écouter parler d'assurance partnership sont grandes. D'où l'importance de travailler en équipe. Il y a un point que je voudrais revenir sur tout ce qui est lead gen. Tu sais, tu parlais, il faut être rapide au niveau du temps. J'ai eu la chance de rencontrer le meilleur au Canada. En Ontario, il fait des ventes, c'est épouvantable. Il vend 1 million de primes dans bien des compagnies d'assurance, lui et son équipe. Puis, tu sais, c'est quoi le temps moyen, la vitesse qu'il faut aller pour appeler un client qui vient d'un lead? Tout le monde disait, il faudrait être sûr dans la première journée, première 24 heures. Hey, t'es ben trop en retard, c'est 24 heures. Le client, lui, en quelques minutes, il a envoyé des demandes. Dans l'heure qui va suivre, tu vas battre tes compétiteurs, t'es trop en retard. Lui, c'est 60 secondes. Si son équipe n'appelle pas le lead en 60 secondes, une prise, 2 prises, t'es renvoyé. C'est le même. Puis il a raison, puis il y a des résultats épouvantables. Mais écoute, j'ai vu ces taux de conversion. Il y a certains de ces agents qui frôlent le 30% de conversion aux leads. La vitesse, c'est le plus gros facteur de performance. Mes meilleurs faisaient ça. Mais malheureusement, c'était une petite quantité. Puis j'avais des gens, moi, qui sortaient pas de chez eux. Ils faisaient juste ça. Ils étaient heureux. Ça changeait leur pratique. Puis ils sont à 35-38% de taux de conversion. Taux de conversion moyen, quand on atteignait 20, 1 sur 5, on disait on est rentable. Ouais. Mais on visait le 25%, 1 sur 4. Parce que malheureusement, il y en a qui sont juste là pour magasiner. On est tellement sollicités. C'est ça. Tu dis, là, t'as le client, il est hook, c'est maintenant. C'est chaud, là, parce que l'attention change, il y a quelque chose qui se passe, on n'est plus là. C'est fou comment... La vitesse dont tu parles, elle est importante. Il faut interrompre le processus de wearer. Tu parlais tantôt. Si tu appelles dans les 60 secondes, ça se peut qu'il n'ait même pas eu le temps de le compléter, le deuxième comparateur. Fait que là, tu as complètement stoppé le processus, tu as éliminé ta compétition du tableau. Puis vu que tu es un professionnel, tu travailles avec plusieurs compagnies, que tu es spécialisé dans ce que tu fais, tu vas être en mesure, mettons en assurance hypothécaire, de le guider à travers les différentes options. Fait qu'il n'y a plus d'avantage d'aller voir d'autres comparateurs. Puis l'autre chose que tu as mentionné que je trouve qui est intéressante, que nous, on dit à tout le monde, fais pas juste des leads. Fais juste des leads, là, ça devient un peu comme de l'héroïne. Ouais. Je connais pas beaucoup de gens qui ont été accros à l'héroïne qui s'en sortent bien aujourd'hui. Non. C'est un peu la même chose avec les leads. Si tu fais trop de leads, tu n'as plus les bons réflexes de conceptualiser des projets d'affaires, des programmes. Tu fais plus l'effort. Tu fais plus la prospection. Puis ça devient que ça te fait peur. Le téléphone, tu le voyais gros tantôt, t'es pas prêt. Là, quand le lead, là, t'as aucun contexte. Parce que le contexte, il est facile quand c'est un lead. Il veut avoir un prix. Fait qu'un contexte qui tourne autour de ça, il veut voir des options. Mais quand tu as un bottin téléphonique, puis là, c'est bon, maintenant, tu n'en as plus de lead. Là. Parce que les plateformes ne sont pas éternelles. On en a vu plein des plateformes arriver. La plupart disparaissent. Click Assure, c'est là plus longtemps. Ouais. Infoprime, c'est là plus longtemps. Emma, nous, on est là, puis je pense qu'on est bien établis pour rester. Mais ça fait que des plateformes là, qui arrivent, puis qui sortent, qui arrivent, puis qui sortent, il y en a tellement eu. Si tu t'es tombé dans cette plateforme-là, malheureusement, puis elle arrête, ben, ton projet d'entreprise ne peut pas s'écrouler au complet. Là. Fait que quand tu disais 30%, je trouve ça même généreux, là, 30%, puis, mais il ne faut pas aller au-delà de ça. Non, puis tu l'as bien dit, je n'aimerais pas un nom, mais il y en a une importante dans les 2 dernières années qui a disparu au Québec, une plateforme qui est assez grosse. Là, puis quand le propriétaire est sorti réellement dans les médias, il dit la vraie raison pour que la plateforme, c'était à cause de la délinquance. Il avait perdu confiance, c'est la délinquance. À la fin, nous, on avait créé, juste pour être sûr, puis ça agaçait beaucoup nos conseillers qui étaient abonnés à ces plateformes-là, mettons. On leur disait, OK, on est arrivé dans les dernières années, on a créé dans notre CRM un robot. Attendez, là, vous en allez où? Ben, vous ne vous rappelez pas assez vite. Fait qu'autrement dit, quand un client, le CRM envoyait le client, automatiquement, il y a un robot qui appelait mon conseiller, puis il signalait le numéro du téléphone du client. Tu n'avais pas le choix. Fait que, moi, à un moment donné, j'étais le projet test. On le testait avec moi. J'étais rendu à hauteur de Saint-Liboire sur l'autoroute 20, puis je reçois un téléphone, puis il me dit oui, monsieur Félix, mettons, on me donnait un exemple, a demandé une soumission pour tel produit, il signait le numéro. Ben là, j'ai comme pas le choix. On disait, on fait pas ça pour écœurer les gens, mais on se disait, il faut être rapide, il faut être capable. En partant, le consommateur qui va sur le web vit
dans la plupart du temps une déception, même avant qu'on l'appelle. Parce qu'il se pense qu'il est capable d'avoir déjà tout son prix, toute son information rapide. C'est pas souvent le cas. Il y a une intervention humaine qui va arriver à l'intérieur de ça. Et il refroidit un peu. Souvent, nous, on se faisait dire « Ah, il y a eu de la fausse représentation là-dessus. » Parce que non, pas nécessairement. On va comparer les produits, mais avec la législation aussi, on n'a pas le choix aussi d'évaluer les besoins. Il y a des choses qu'on doit respecter avec l'AMF. Mais on crée de plus en plus des plateformes performantes pour être capable aussi d'aller plus loin en ligne, intéresser vraiment le client quand on l'appelle, qu'il soit prêt. Des fois, il peut avoir un aperçu d'un prix, il peut aller un petit peu plus loin. C'est très délicat. C'est la manière que c'est fait, mais c'est vrai que les gens, je peux vous dire là, que la cohorte de conseillers qui travaillaient là-dessus, il y en a peut-être un 15% là, de tous les conseillers qui réussissent très, très bien, là, comme ton exemple en Ontario. Les autres, ils vont l'utiliser quand ils sont mal pris, peut-être un peu plus, mais moi, je dis toujours le secret, abonnez-vous à une plateforme, une bonne, vous avez confiance, vous aimez ça, allez chercher réellement le trafic là-dessus, 30% de vos ventes, continuez à faire vos activités comme on parlait, développez votre marché, spécialisez-vous comme un spécialiste dans une branche, entourez-vous de collègues d'affaires qui sont capables pour avoir une pratique qui est l'idéal. Si vous n'êtes pas constitué en cabinet, mais travaillez avec des collègues externes, ça se fait, ça. Puis c'est là que les gens qui font ça, c'est eux autres qui réussissent le plus. On le dit souvent, dans le passé, là, il y en a qui ont développé les clientèles de médecins. Ça, c'était comme moi, j'ai jamais réussi à le faire. J'avoue, c'était un échec. Quand le monde disait, moi, je rentre dans l'industrie, je veux vendre, je ne sais pas pourquoi, le monde focus sur les médecins. C'est une belle clientèle, ils font beaucoup d'argent, tout ça. C'est ça, on s'en va là. Ça semble facile. Ah oui, ils vont des universités pour aller chercher de ça, mais il y a un line-up. Puis il y a déjà des gens qui les ont développés, puis ont fait fortune aussi là-dedans. Moi, les médecins, un jour, j'ai dit, je vais essayer de le faire. Je l'ai testé, j'ai créé une bannière qui s'appelait MidiPro. Toute une belle manière. On a investi des milliers de dollars. Puis j'ai eu une idée. Moi, les concepts, là, j'en ai parlé tantôt. Là. J'ai dit à mon fournisseur qui faisait ma publicité, tu vas me créer une radiographie. Il dit quoi? Es-tu capable de me faire une vraie radiographie? Tu vas me mettre un crâne humain, puis dessus, on va marquer comment va votre santé financière. Puis il va y avoir un code barre que tu vas scanner avec ton cellulaire. Hey, je me suis mis à envoyer ça au médecin. Ça a été un succès. Les médecins m'appelaient, mais j'ai jamais vendu de police d'assurance. Ils m'appelaient pour me dire que j'étais meilleur que les compagnies pharmaceutiques en publicité. J'avais fait leur journée en voyant ça. Je pénétrais pas le marché, nécessairement. Arrêtons de voir le mythe d'aller chercher la clientèle fortunée. Je veux juste faire la clientèle fortunée. C'est pas de même que ça fonctionne. Moi, je crois pas. Puis il y a des moyens de faire de l'argent avec tous les types de clientèle. Puis petit client va devenir grand client. Moi, j'ai acheté un domaine que j'ai rénové. Fait que j'ai fait affaire avec un plombier, que je fais encore affaire avec lui, que son chum d'enfance est un électricien. Puis ces deux personnes-là ont été référées par mon entrepreneur général. C'est toute une communauté dans le coin de Roxton, Granby. Puis je fais affaire avec tous ces gens-là. Mais ces gens-là, leurs compagnies sont toutes en train de grandir. Puis ils vont bien, puis ils évoluent, puis ça devient... Mais c'est des clients, pour moi, qui deviennent de plus en plus fortunés. Puis quand je fais venir mon électricien qui vient voir mon écurie pour arranger quelque chose dedans, il dit, Christian, mes parents ont de l'argent, telle affaire, qu'est-ce que je devrais... Ils sont toujours à me parler d'une opportunité. Tout le temps. Puis là, je dis, OK, je vais t'envoyer quelqu'un. Je vais t'envoyer quelqu'un pour le faire. Mais ces gens-là grandissent. Pourtant, c'était des jeunes qui partaient avec leur camion, ils étaient électriciens. Aujourd'hui, il y a une équipe, là, puis c'est solide, là. Fait qu'arrêtons de focusser le client riche. Oui, c'est le fun d'en rencontrer, mais je pense qu'il faut regarder un éventail de clientèle pour être capable de faire le développement des affaires, comme il faut, directement. Moi, c'est le constat, puis je dis toujours, je reviens beaucoup au bloc d'affaires. Ça peut fonctionner, un bloc d'affaires. Il y a des belles histoires. Moi, je peux vous dire qu'avant que je termine comme président Opération Québec pour IDC, il y a un bloc d'affaires qui s'est vendu. Un conseiller qui voulait absolument l'acheter, ça arrive ça de Montréal. Puis aujourd'hui, aux dernières nouvelles, je suis plus là, mais on me dit, il fait tout pour le revendre, le bloc d'affaires. En disant, mais c'est pas ce qui m'était dit. Pensez-y 2 minutes, là. Je connais pas, premièrement, la première étape. Là. Dis-moi qui t'es avant que j'achète ta clientèle. T'es quel genre de conseiller? Je vais te faire un profil psychologique, là. Parce que ça ne fonctionne pas. Là. Moi, je veux savoir comment tu as vendu de ça. Ça, c'est la première chose. Je veux voir la démographie aussi de ta clientèle. Si tu as 71 ans, tu me vends ta clientèle, que la moyenne d'âge est la même affaire, pas sûr que c'est ça que je veux développer comme client aussi. Ça, c'est pas juste un book de primes. Là. Il y a plein d'autres éléments à tenir en compte. C'est incroyable. Ouais. Puis, comment tu peux acheter un inconnu? Il y a des belles histoires. Souvent, un junior, on dit, il va embarquer avec un senior, un cabinet, il va intégrer quelqu'un qui va travailler, un jeune conseiller pendant un certain temps, la clientèle, il va commencer à segmenter. Puis à un moment donné, tu pars vraiment à la retraite, là, tu achètes la pratique. Ça, c'est plus intelligent. Là. Mais il y a un concept là, dans le monde des affaires qui existe. Là. Quand tu fais une acquisition d'une entreprise, là, il y a un processus qui s'appelle le due diligence. Oui, c'est ça. Pourquoi, comme conseiller, quand tu achètes un bloc d'affaires qui est dans le fond une micro-entreprise en soi, tu ne ferais pas un due diligence? Puis due diligence, on va regarder les états financiers, c'est quoi les chiffres, là? Elle rapporte combien cette clientèle-là? J'ai souvent vu des blocs d'affaires se transiger où ce que les renouvellements, ils arrêtaient après 10 ans.
Mais là, si de la clientèle, l'âge moyen des polices, c'est 8 ans, il t'en reste juste pour 2 ans de renouvellement. Tu vas payer 3 fois, 4 fois les renouvellements. Ça vaut pas ça pas en tout. C'est à cause qu'ils n'achètent pas une clientèle. Dans le fond, la vérité, ils achètent des revenus. Exact. Les autres qui regardent, c'est le renouvellement, le multiple des renouvellements, puis en ce moment, c'est surévalué. Souvent, puis les gens sont pas prêts à vendre. Parce que, vous savez, la manière que c'est fait, c'est que tu touches des renouvellements. Beaucoup de ces conseillers-là ne s'occupent pas nécessairement de ses clients. Ils sont en Floride une partie de l'hiver. Les clients sont laissés là. Ils touchent les revenus, puis c'est comme un résiduel que tu as à vie. Tu sais, c'est mal fait un peu. Il devrait y avoir plus d'intervention. Fait que, autrement dit, pourquoi je le vendrais? Je le vends 4 fois, 5 fois. Il y a des multiples qui se vendent directement. C'est trop cher. Ouais. Puis là, après, souvent, le vieux conseiller s'en va. Il dit, bon, on va les garder, on va les laisser les perdre tranquillement. Ils vont faire plus d'argent en le gardant de cette façon-là. Fait que c'est un mythe, c'est trop fait sur les revenus. Mais c'est l'attrait du succès rapide. Oui, parce qu'ils veulent les revenus en partage. T'achètes ton succès. Ça va se faire, puis là, t'as comme confiance aveugle que ça va être ça. Moi, j'ai eu la malchance dans ma vie de n'acheter plus de 4 blocs d'affaires. Il y en a juste un ou deux, qui, mettons 2, là, je les tire un peu, qui ont été vraiment, vraiment intéressants. Les 2 premiers que j'ai achetés, c'était des blocs d'affaires qui m'ont été présentés. Je disais, hey, j'ai un bloc d'affaires à vendre, t'es-tu intéressé à le regarder? Pourquoi pas? C'était des petites transactions autour de 25-30 000. Parfait, tu sais, je peux faire je peux l'acheter le bloc d'affaires, mais je fais une due diligence, mais j'ai pas encore d'expérience. Je pense qu'à l'époque, j'ai peut-être 24-25 ans. Là. Je sais pas trop ce que je fais. Fait que là, je fais ma due deal, je pose des questions, je me donne un processus en place. Finalement, le conseiller qui était senior trouve que je suis un peu... j'arrête pas de niaiser. Là, que là, c'est long avant de faire la transaction. Pose beaucoup de questions. Hey, je vais juste la vendre à quelqu'un d'autre qui pose moins de questions. Fait que là, finalement, je finis par me dépêcher. Je crappe un peu mon processus de due diligence, puis je décide de l'acheter. Je l'achète. J'ai quand même fait de l'argent à la fin. Mais tabarouette que j'ai déployé des affaires, puis ça a été un paquet de troubles. Je me suis rendu compte que 50% de ce bloc d'affaires-là payait même plus de renouvellement. C'est voilà. Là, ils vont dire, je te vends un achalandage. Autrement dit, tu vas avoir des possibilités d'aller voir ces clients-là. Mais là, comment tu rentabilises ça, un achalandage? C'est tough, là, ces clients-là. Puis là, je me rends compte, ça fait 5 fois qu'il est vendu ce bloc d'affaires-là. Fait que ça se fait 5 talents comme moi qui achètent ce bloc-là puis qui essaient de le rentabiliser. Je te garantis, Ginette, là, quand je l'appelle, là, ça ne tente pas de me parler. Là. Je suis le 5e qui passe là. Ou tu vas y parler de dire, c'est moi le nouveau qui a racheté la clientèle de Monsieur Untel. C'est qui ça, Monsieur Untel? Là, tu pars de loin. Là, tu te dis, ben voyons. C'est des histoires d'horreur. C'était pas des transactions qui étaient faites all cash. C'est des transactions que j'étais allé chercher un financement. J'avais pas encore toutes les liquidités. Non, 24-25 ans, ça va vite. Là. Ouais. Fait que là, je vais chercher un financement. Mais là, tu as un prêt à payer. Comment tu es structuré? Moi, ça, c'était ma game. Je suis bon en finance. Je suis surtout finance corporative. Je me structure bien. J'avais 3 types de prêteurs. J'avais un assureur qui me prêtait, mais il fallait que je place un certain niveau de business chez lui pour avoir accès à une marge d'acquisition. J'en avais un autre que j'avais pas ces termes-là, mais il fallait que je rembourse dans un horizon plus court, puis le taux d'intérêt était plus élevé. Fait que c'était un peu comme mon dernier recours. Puis j'avais un prêteur privé. Puis mon prêteur privé, bien structuré. Il me servait pour des fois faire des achats de plus petits books. Ou des fois, quand le book était plus grand, j'avais besoin de mettre 30-40% de mise de fonds, je prenais 30-40% de mon prêteur privé, je finançais le reste de mon book. Puis souvent, je l'étirais sur 7 ans, autour de 7% de taux d'intérêt. Fait que là, je me trouvais avec une rentabilité au niveau de mes cash flows rapidement dans mes blocs d'affaires. Fait que, au moins, je me dérisquais de cette façon-là, mais ça, c'était mon skills à moi comme conseiller, gars qui faisait une maîtrise en finance avant de se lancer dans le domaine. Mais ce qui est arrivé rapidement, c'est que les blocs n'étaient pas assez intéressants. Je déployais énormément, même si financièrement, à tous les mois, il y avait un surplus avec mes financements, je déployais ben trop d'efforts pour le résultat que j'allais chercher. Fait que là, je me suis mis à regarder d'autres types de blocs d'affaires. Puis comment j'ai réussi à avoir accès à ces blocs d'affaires-là qui étaient plus intéressants? C'est des conseillers qui étaient seniors dans mon MGA, qui était Mika à l'époque. Puis j'ai commencé à travailler avec eux. Tu as sûrement des clients que tu n'appelles plus, qui ne fit plus nécessairement ton profil. Est-ce qu'on peut se parler ensemble? Moi, je pourrais être un jeune qui travaille en split de commission avec toi. C'est ça. Fait que là, moi, je parlais avec lui. C'est comme, hey, regarde, voici cette liste de 250 clients-là. Essaie de voir si tu peux faire quelque chose avec ça. Fait que moi, je les appelais. Je travaillais dans l'équipe de Warren, puis que j'étais là pour essayer de les aider, de leur donner un service. Que Warren, il a étudié son book de clientèle, puis il se rendait compte qu'il y avait un manque à gagner, que le service à clientèle n'était plus à la hauteur de ce qu'il a déjà offert. Donc là, maintenant, je travaille dans son équipe pour amener ça au niveau que tu mérites en fait comme client. Ces clients-là, hey, ça va bien, là, je fais des ventes. Là, je propose Warren me propose, hey, ben regarde, pourquoi tu les achètes pas? Je vais te les vendre, moi. Puis là, il me vendait un multiple qui était plus élevé que ce que j'avais déjà payé à l'époque. Mais là, j'avais une connaissance. C'était bien plus qu'un due deal. J'avais travaillé dans cette clientèle-là. Ça a été mes meilleurs books d'affaires. J'ai fait 3-4 fois ce que ça m'a coûté en dedans de 12-18 mois.
Mais c'est ça la bonne façon de travailler des blocs des travailler... affaires. Mais les gens, ils veulent trop prendre de raccourcis. Oui, trop vite. Ouais. Exactement. Puis, à un moment donné, moi, là, toute l'opération de mon agent général, comment je l'ai bâti, c'est que vu que je fournissais des clients corporatifs, je fournissais des clients web et ça, j'avais un contrat spécial qui disait après tant d'années, tu peux racheter le part, parce que je marchais en split de commission, rachète ma part. Tu sais, je leur donnais l'autonomie de le faire. Bon, ça, c'est parfait. Mais je garantis aussi une clause de retraite d'invalidité. Je dis, si tu tombes invalide à vie ou tu peux prendre ta retraite, je te garantis d'être ton premier acheteur, au prix du marché. Au moins, tu es sûr que tu auras un acheteur pour ton portefeuille, parce que beaucoup de gens veulent acheter des portefeuilles de clients. Ils n'ont pas les moyens, ils ne sont pas structurés, ils n'ont pas de financement. Ils n'ont pas fait leur devoir avant. Ouais, ils ont perdu du temps, là, carrément. Fait que moi, les conseillers, j'ai mis beaucoup de conseillers à retraite qui sont contents, j'ai tout acheté de clientèle. Mais je me suis créé un autre problème par la suite. C'est sûr que j'avais prévu. Je me suis retrouvé avec énormément de clients parce que, comme agent général, j'achetais les clients. Le but, c'était de refaire des boucles d'affaires avec ça pour les revendre à l'intérieur. Ça se fait. Mais là, ça cogne à pas. Les gens viennent me voir et disent, je veux un bloc d'affaires. Ou je veux m'en venir chez vous. Je veux te transférer chez vous. Je veux te choisir comme agent général et travailler de mon concurrent à moi. Dans le fond, il s'en venait chez nous. Mais à une condition que tu me donnes un plan d'affaires. Moi, je disais, jamais, je n'embarque pas là-dedans. J'ai jamais voulu. Je me disais, prouve-moi que tu es capable de développer. Tu commences ta carrière. Montre-moi qu'est-ce que tu as fait. Dis-moi comment tu as développé. Puis après, je vais être capable de regarder pour un moment un bloc d'affaires qui va aller avec ton style. Tu rendais service en faisant ça. Écoute, si tu n'es pas entrepreneur, tu ne développeras pas plus un bloc d'affaires. Parce que moi, mon avantage, c'est que tu puisses peut-être faire un gain de 25 sur ce bloc d'affaires-là. Si tu fais juste t'asseoir. Moi, un conseiller au Québec m'a déjà dit, moi, là, j'achète des blocs d'affaires. J'ai compris comment ça... Une conseillère qui disait, j'ai compris comment ça fonctionne. Je vis dessus. J'ai rien à faire puis je fais juste vivre dessus. Je suis pas intéressé à te vendre un bloc d'affaires. Moi, j'ai pas de plus-value. Ouais, exact. Fait que le mythe des blocs d'affaires, je voulais en parler aujourd'hui en disant c'est un des 3 points que je disais. Ben pour moi, c'est mon 3e point. C'est très, très, très faire attention. C'est risqué. Oui, exactement. Marché cible, bien important. L'acquisition de leads, allez-y, on est dans l'air de ça. Puis l'autre affaire, les gens me reprochaient toujours de dire, tu crées une machine sur le web de plus en plus pour éduquer les gens à s'acheter direct. Je dis oui. J'ai créé un site à un moment donné qui était fait pour aller vendre aux clients, direct, sans l'intermédiaire de conseiller, pour une catégorie de produits spécifiques. Fait que, durant un meeting dans l'Est de Montréal, un de mes conseillers, devant tout le monde, dit « Christian, tu es en train de nous remplacer. » Il dit « Non, je suis en train de vous sauver. » Parce que les institutions financières, les banques, les caisses, sont guéries à faire ça. Moi, j'ai vu des centrales d'appel, je vais vous dire en affaire, les gens qui achètent des produits accessoires, là, ils vont les rentrer dans leur environnement avec ça, ils vont acheter direct. Mais par la suite, il y a une planification, tout le reste va suivre. Fait que c'est ça que je créais. J'ai dit, je vais aller chercher le loss leader, je vais aller chercher le produit, je l'emmène. Ils ont besoin des services conseils, ils ont besoin de planification financière, ils ont besoin de gestion de patrimoine. C'est là qu'il faut aller. Méfiez-vous, les institutions financières, les manufacturiers, ils ont le droit, il faut l'accepter, ils ne jouent pas comme nous autres. Ils vont essayer des gens tous brillants oui, qui puis ils ont sont au tous les sommet, modèles de distribution possibles. Si je suis à la tête d'une banque demain matin, je vais tout utiliser. Mais le conseiller indépendant, je crois, j'en suis un, est toujours le meilleur, il est indépendant, il est neutre. Il est capable d'aller sur le marché. Il peut faire son travail de la bonne façon. S'il est connaissant, je pense que le client il est plus avantageux à faire affaire qu'à aller directement avec une institution financière. Moi, dans mon livre à moi. Ben, c'est parce qu'il va aussi prendre le temps de te connaître à travers le temps. Dans une institution financière, peu importe c'est qui, peu importe leur taille, il y a une certaine rotation, il y a un roulement. Fait que tu es constamment en tant que client de répéter c'est quoi ton histoire, d'où tu viens, c'est où ton bagage. Le conseiller indépendant, il va te suivre pendant des années. Là. C'est ça qui fait la grande différence au niveau de la qualité du service aussi. Oui, c'est vrai. Et Christian, on va se laisser là-dessus. Oui. J'aimerais t'entendre. Tout à l'heure, tu parlais de la citation là, qui t'a inspiré de Louis Garneau. Donc, innove ou meurt. Oui. C'est ce que tu as dit. Innover ou mourir, oui. Comment t'entrevois les prochaines années pour toi dans le concept de l'innovation? Là? Qu'est-ce qui t'attend, disons, pour les prochaines années? Tu sais, quand on choisit un titre comme ça par la suite, hein, mon but était de... Les gens n'ont pas compris. Souvent, je ne suis pas très si âgé que ça. J'ai 54 ans aujourd'hui. On me dit, Vincent, Christian, c'est tôt pour quitter ton agent général. Pourquoi? Il veut se retirer. J'ai une écurie, un domaine. Il dit, il va se retirer sur son ranch. Non, c'est pas ça. Le message a essayé de le sortir en disant, c'est le contraire. J'ai fait un travail qui n'est pas facile. Puis je lève le chapeau aussi à tous mes confrères qui font le même travail, là, de gérer tout ça. Ça a été des grosses années, des acquisitions. J'ai fait des acquisitions. J'ai été l'architecte des ventes de mon agent général. En tout cas, peu importe. Aujourd'hui, j'ai choisi d'autres choses. J'ai choisi d'être un consultant puis prendre qu'est-ce que je suis bon. Parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas bon. Puis quand j'ai annoncé justement à mon organisation que je quittais, ils m'ont dit, voyons donc, tu peux rester encore une couple d'années. Savez-vous pourquoi j'ai quitté? Parce que je me considérais pas bon. Ben, voyons donc, Christian, mes chiffres explosaient au Québec. Je ne suis plus bon.
J'ai dit, je suis pas moi-même. J'étais conscient, moi, j'innovais plus, là. C'était carrément ça. Mais j'avais une super équipe que j'ai bâtie alentour de moi qui était prête à prendre la relève. Tu sais, le but, c'était de dire, voici l'équipe, on est là. Je me sauve pas, je reste pas loin. Je suis indépendant aujourd'hui, mais je dis, je veux m'en aller en consultation. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux travailler avec des organisations. Je veux emmener mon savoir, innover. J'ai rencontré des CRM, j'ai travaillé avec des manufacturiers aussi. Souvent, des comités de gestion d'assureurs, ils me disent, Christian, peux-tu nous expliquer un peu comment ça marche dans le champ? Moi, j'ai travaillé dans le champ. Fait que là, je vais travailler avec eux autres. Puis là, j'aime ça parce que je peux déstabiliser leur VP et leur directeur. Mais tu fais bien de faire ça parce que pour parler avec plusieurs d'entre eux, là, ils sont pas conscients quand ça marche sur le terrain, pas pantoute. Je l'ai fait avec quelques assureurs, puis ça, j'adore faire ça directement. Tu sais, il y a des gens, ils vont dire, va sur un conseil d'administration. Bah, c'est peut-être plus boring, comme on dit. Non, je veux être encore actif, participer dans l'industrie, continuer à innover. J'aime ça emmener des idées. Je travaillais avec un CRM qui est de clientèle, dernièrement, puis il y avait toute une équipe de programmeurs. J'adorais ça. J'étais comme un poisson dans l'eau. Puis à un moment donné, il y en a un qui me dit, t'es loin de la retraite, toi, t'es passionné. Je dis, passionné, j'en mange. J'adore faire ça. Je veux emmener un outil. Quand j'ai créé Karma, là, en terminant, je disais, l'outil, c'est pour la vente sur le web. Il y avait une jeune programmeur, une femme à côté de moi, 24-25 ans. Je dis, c'est super, hein? T'as-tu vu? Tu vas... Elle la voyait, j'étais passionné. Je dis, tu vas faire affaire avec ça. Elle me disait, jamais. Tu sais, moi, j'étais plus passionné qu'elle. Elle a dit non, parce que moi, je veux voir un conseiller. C'est complexe, l'assurance. J'ai compris. Mais moi, j'aimais créer l'outil réellement pour l'emmener. Fait que c'est ça. La suite des choses, je veux aider des organisations, je veux aider des manufacturiers. Je veux rester dans l'environnement, puis essayer de continuer à innover. Oui. Ou sinon, je vous annonce ma mort professionnelle. Ouais. Ça, c'est clair. Puis quand ma mort professionnelle va arriver, mais là, je vais partir sur mes terres, c'est le cas de dire. Puis je ferai d'autres choses. C'est ça. C'est là que j'en suis rendu. Merci infiniment. Ça fait plaisir. Bon, j'ai l'impression qu'on va se reparler. Absolument. Ouais, ça sera belle fun. Merci. 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 Salut.